Bienvenue sur la chaîne Histoires d'OBNI. Si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Cimetière de Moriver, Natal, Afrique du Sud. Février 1994. Un vent froid souffle les pétales de couronne funéraire, les éparpillant sur une tombe fraîchement cressée. Sur la pierre tombale est gravé Elisabeth Clarer, 1er juillet 1910, 9 février 1994. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Selon ses propres dires, consigné dans son livre Au-delà de la barrière lumineuse et confirmé par un témoignage au Congrès international sur la recherche sur les ovnis en Allemagne en 1975, une partie d'elle-même, son fils Eiling, demeure à jamais dans un autre système stellaire, sur la planète Méton, à 4,3 années-lumière de la Terre. Parmi les personnes en deuil se tient son fils terrestre David, né en 1949. Il tient dans ses mains une boîte de photographies prise le 17 juillet 1956. Cette image qui a changé la vie de sa mère à jamais. Cette image de ce qu'elle appelait le vaisseau d'Alpha du Centaure. David se souvient que sa mère lui disait « Un jour, tu comprendras. Un jour, ils viendront nous chercher tous. » Que cela soit vrai ou non, chacun doit en décider. Moriver, Natal, 1917. Elisabeth Woolat, 7 ans, joue avec sa sœur aînée, Barbara, dans le jardin de la ferme familiale. Soudain, le ciel se fend en une traînée de feu. Une météorite de la taille d'une maison fonce droit sur les enfants. Barbara hurle « Elisabeth, cours !» Mais sa petite sœur se fige, fascinée par sa mort imminente. Et puis l'impossible se produit. Un disque argenté surgit de nulle part, intercepte la météorite à une centaine de mètres du sol. Une explosion, mais pas destructrice, contrôlée, réduisant la pierre en poussière. Elisabeth sent une étrange voix dans sa tête. « Ce n'est pas encore l'heure, on a besoin de toi vivante. » Barbara n'entend rien, elle ne voit qu'un éclair de lumière. Elisabeth tente d'avertir ses parents. Son père, le fermier John Bulat, fronce les sourcils. « Insolation, ma fille, va te coucher. » Mais Elisabeth ne dort pas la nuit. La voix résonne encore dans son esprit. Étrange, ancienne, attendante. 1937, ferme Woolat. Elisabeth, 27 ans, revient d'Angleterre avec un diplôme de météorologie obtenu à Cambridge. Il fait nuit. Elle sort vérifier les instruments de mesure de la pression atmosphérique. Soudain, le ciel vibre de lumière. Le vaisseau flotte au-dessus de la grange. Cette fois, elle le voit clairement. Un métal d'environ 18 mètres de diamètre avec une rangée de hublots le long de l'équateur. La voix revient, plus forte. Bientôt. Préparez-vous. Elisabeth tombe à genoux. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? La réponse lui brûle l'esprit. Je suis Akon. J'attends que l'humanité soit prête. Vous êtes le pont. Le vaisseau disparaît. Un cercle parfaitement brûlé demeure au sol. L'herbe à l'intérieur n'est pas brûlée. Elle a changé au niveau moléculaire, devenant cristalline. Elisabeth prélève un échantillon. Des années plus tard, aucun laboratoire ne pourra expliquer cette mutation. Hatfield, Angleterre, 1942. Station expérimentale d'Havilland. Elisabeth travaille sur un projet secret, la prévision météorologique pour les raids de bombardiers. Son chef, le commandant d'escadron Peter Stafford, son futur premier mari, rapporte un étrange rapport. « Clarer, regardez ça. Nos gars ont vu quelque chose au-dessus du Rhin. » Elisabeth lit. Des sphères métalliques suivent des bombardiers. Vitesse, impossible pour tout avion connu. Pas d'attaque. Observation. Elle reconnaît la description. Ce sont eux. Stafford remarque sa réaction. « Vous savez quelque chose à ce sujet ?» Elisabeth secoue la tête. C'est juste que les anomalies atmosphériques peuvent créer des illusions d'optique. Mais la nuit, dans leur appartement, elle chuchote à son mari endormi. Ils observent la guerre. Ils étudient jusqu'où nous pouvons sombrer. 1943, Afrique du Sud. Elisabeth rentre chez elle sans Stafford. Leur mariage n'a pas résisté à son obsession du ciel, comme il la qualifiait. Leur dernière conversation fut brutale. « Tu parles dans ton sommeil, Elisabeth. Dans une langue qui n'existe pas. Tu cries un nom, Akon. Qui est-ce donc ?» Stafford la saisit par les épaules. « C'est à cause de la guerre, du stress. Tu peux me le dire. » Elisabeth le regarda dans les yeux, pleine de peur et d'amour. « Si je te le dis, tu vas me prendre pour une folle. » Essaie. Elle lui raconta tout. Du vaisseau, de la voix, de la mission qu'elle ne comprend pas. Stafford la lâcha et recula. « Mon Dieu. Elisabeth, tu as besoin d'aide.
d'une assistance psychiatrique. Le divorce se fit discrètement. La raison officielle était une incompatibilité de caractère. 1946. Mariage avec Paul Clarer, un ingénieur de Johannesburg. Elisabeth Séjour ne plus jamais parler de bateau. De la voix, d'être une épouse normale, une mère normale. 1949. Naissance de David. Le garçon est en bonne santé mais étrange. Il ne pleure pas. Il regarde sa mère avec des yeux trop compréhensifs pour un bébé. Un soir, Elisabeth trouve David, 3 ans, à la fenêtre. Il désigne les étoiles. « Maman, on t'appelle. » Elisabeth devient froide. « Qui t'a dit ça ?» Le garçon hausse les épaules. « Personne. Je sais, c'est tout. » Elle serre son fils dans ses bras, sentant s'effondrer toutes les barrières qu'elle a essayé d'ériger. 1953. Elisabeth trouve « Les soucoupes volantes ont atterri » de George Adamski dans une librairie de Johannesburg. Elle lit toute la nuit. Les mains tremblantes, elle compose le numéro de Paul. « Je ne suis pas folle. Il y en a d'autres. D'autres qui les ont vus. » Paul répond d'un ton las. « Elisabeth, s'il te plaît, ne recommence pas. » Mais c'est trop tard. Les flashbacks s'abattent comme une avalanche. Tous les souvenirs refoulés. Pas seulement 1917 et 1937. Il y a eu d'autres contacts. 1925, une voix lui enseignant des formules qu'elle ne comprenait pas. 1933, un rêve qui n'en était pas un, celui de cité de cristal sous 2 soleils. 1941, la vision de la naissance d'un enfant qui n'est pas pleinement humain. Elisabeth sort de vieux journaux intimes, des pages qu'elle ne se souvenait pas avoir écrites. Des symboles, des équations, des cartes du ciel avec des planètes qui ne figurent pas dans les atlas terrestres. 1954, la ferme familiale. Elisabeth installe la caméra. Attend. Paul est resté à Johannesburg, là de sa chasse aux fantômes. Elle est seule. Comme toujours, seule avec cette certitude. Du mouvement dans le ciel, son cœur fait un bond. Le disque descend. Elle appuie sur le déclencheur. La pellicule est épuisée. Les mains tremblantes, elle change de bobine. Le disque est suspendu à 50 mètres. Elle aperçoit un visage dans le hublot. Humain, mais faux. Trop symétrique. Trop parfait. Des yeux gris sans pupilles, où les pupilles sont-elles de la taille de l'iris entier. La créature lève la main. Un geste de salutation ou d'avertissement. Le disque disparaît. Elisabeth développe la pellicule. Vide. Toutes les images sont surexposées. Elle pleure de déception. Une voix dans sa tête. Ce n'est pas encore l'heure des preuves. 1955. Paul demande le divorce. Le dernier scandale en date est public. Une réception chez le maire de Johannesburg. Elisabeth se figea soudain au milieu d'une conversation, le regard perdu dans le vide. Elle se mit à parler dans la langue que Stafford avait entendue. Les invités étaient horrifiés. Paul tente de la réveiller. « Elisabeth, réveille-toi !» Elle le regarda fixement. « Ils sont là, dans cette pièce. Ils observent. Ils étudient. Ils décident si nous en sommes dignes. » Scandale dans les journaux. La femme de l'ingénieur Clarer souffre de troubles nerveux. Paul emmène David. Le tribunal laisse l'enfant avec le père. La mère est émotionnellement instable. Elisabeth ne se débat pas. Elle sait que quelque chose va se produire qui va tout changer. Et David ferait mieux de rester loin de l'épicentre. 6 avril 1956, 14h30. Une ferme du Natal. Elisabeth perçoit le changement avant même tout contact visuel. L'air s'épaissit, comme avant un orage. Mais le ciel est clair. Les oiseaux se taisent. Même le vent s'arrête. Le disque se matérialise juste au-dessus du champ. Il ne vole pas. Il se matérialise comme s'il émergeait d'un repli de l'espace. L'atterrissage se fait sans bruit. L'herbe sous le vaisseau ne se froisse pas, mais forme des spirales parfaites. L'écoutille s'ouvre sans un bruit mécanique. La lumière jaillit de l'intérieur, non pas aveuglante, mais emplissant tout autour, rendant les ombres impossibles. Il sort. Et conne. Elisabeth les reconnaît, bien qu'elle les voie physiquement pour la première fois. Il mesure environ 185 cm. Sa combinaison est comme une seconde peau, chatoyante de nuances introuvables sur Terre. Il s'approche. Il parle à voix haute, mais ses lèvres ne bougent pas en harmonie avec les mots. Elisabeth, pendant 40 ans terrestres, je t'ai préparé à cet instant.
L'intérieur ne ressemble pas à une machine. Les murs sont vivants, palpitant à un rythme rappelant la respiration. Il n'y a pas d'angle vif. Chaque surface se fond l'une dans l'autre. Akon touche le mur et un écran apparaît. Mais ce n'est pas un écran, c'est une fenêtre sur l'espace courbe. Elisabeth voit la Terre depuis l'orbite, bien que le vaisseau soit toujours au sol. Comment est-ce possible? Sa voix tremble. L'espace est une illusion de ta perception limitée. Nous voyons tous les points à la fois. Il lui montre le panneau de contrôle, une structure cristalline qui réagit aux pensées. Et c'est... Elisabeth touche le cristal. Une explosion d'images dans son esprit, des millions de mondes, des milliards de vies, des civilisations qui naissent et disparaissent. Elle retire sa main, haletant. Trop. Akon stabilise sa conscience d'un toucher de sa tempe. Ton cerveau s'adaptera. Cela prendra du temps. 4 heures à bord du vaisseau. Akon explique. Nous observons la Terre depuis 200 000 de vos années. Vous êtes une expérience, pas la nôtre, mais celle de ceux qui nous ont précédés. Nous avons hérité de cette responsabilité. Elisabeth sent un frisson la parcourir. Une expérience? Génétique, psychologique, spirituelle. Une espèce créée pour la guerre peut-elle surmonter sa nature? Jusqu'à présent, les résultats sont décevants. Il lui montre des enregistrements holographiques. Hiroshima, Nagasaki, des guerres futures qui n'ont jamais eu lieu. Elisabeth voit des nuages en forme de champignons d'explosion nucléaire au-dessus de villes qu'elle reconnaît. Londres, Moscou, New York. Cela arrivera-t-il? Répond Akon. Une des possibilités. Nous essayons de changer la chronologie, grâce à des gens comme vous. 17 juillet 1956. Elisabeth arrive dans les montagnes du Drakensberg avec l'appareil photo Brownie de sa sœur Barbara. Un appareil photo simple réduit les risques d'interférences électromagnétiques, explique Akon. Il promet de montrer le vaisseau dans un mode adapté à la photographie terrestre. 11h47. Un éclair de lumière. Le disque apparaît à 500 mètres d'altitude. Elisabeth prend la première photo. Le vaisseau descend. Deuxième photo. Il commence à manœuvrer. Vol stationnaire. Virage serré à angle droit. Accélération instantanée. 7 photos. Ses mains tremblent non pas de peur, mais à cause du champ électrostatique. Ses cheveux se dressent sur sa tête. Un goût métallique de sang lui monte à la bouche. Les microcapillaires de son nez éclatent sous l'effet de la différence de pression. Dans la 7e image, le vaisseau disparaît. Non pas en s'envolant, mais en s'effondrant en un point et en disparaissant. Août 1956. Elisabeth montre des photographies au groupe de recherche sur les ovnis de Johannesburg. Les réactions sont tumultueuses. Edgar Sievers, un ufologue de Pretoria. Ce sont des photographies authentiques. Aucun moyen de rue ne pourrait produire un tel motif lumineux. Et la trajectoire du mouvement, un sceptique de l'université. Une illusion d'optique typique, ou une falsification habile. Elisabeth reste calme. Je n'essaye de convaincre personne. Je partage simplement ce que j'ai vu. Après la réunion, un militaire en civil s'approche d'elle. Le colonel Van der Merwe, des renseignements militaires sud-africains. Madame Clarer, nous devons parler, confidentiellement. Dans son bureau se trouve un dossier la concernant, épais comme un doigt. Savez-vous que vous êtes surveillé? Et pas seulement nous. Septembre 1956. Visite du journaliste américain John Smith. Son allure rétro-militaire pour un journaliste. Ses questions sur les détails techniques sont trop précises. Madame Clarer, cet Akon a-t-il parlé des principes du moteur? Elisabeth est évasive. Un peu, Smith s'éponge. C'est une question de sécurité nationale, de sécurité mondiale. Si les Russes obtiennent cette technologie en premier, Elisabeth l'interrompt. Ils ne la donneront à personne. Nous sommes trop primitifs, trop agressifs. Smith devient froid. Eux? Alors, ils sont nombreux? Elisabeth se mord la langue. Elle en a trop dit. Sa maison est perquisitionnée cette nuit-là. Professionnellement, rien n'est déplacé. Mais elle sait. Ils ont pris des copies des photos. Elle conserve les originaux ailleurs. Avril 1957. Akon revient. Cette fois, le contact est plus profond. Il lui apprend à contrôler le vaisseau, mentalement. Considérer la destination non pas comme un lieu, mais comme un état. Le vaisseau ne vole pas. Il passe d'un état à l'autre. Elisabeth tente. Le vaisseau répond à ses pensées. Soudain,
Ils sont en orbite. La Terre en contrebas n'est plus qu'une boule bleue dans l'obscurité. Panique. Je ne peux pas respirer. Akon, vous êtes dans le champ du vaisseau. Vous êtes protégé. Mais le choc psychologique est accablant. Voir votre planète de l'extérieur détruit tout ancrage de conscience. Elisabeth perd connaissance. Elle reprend connaissance à la ferme. 6 heures se sont écoulées. Akon s'inquiète. Votre conscience se fragmente pendant la transition. Vous devez vous préparer. Mai-octobre 1957. Une série de contacts. Akon transforme progressivement la conscience d'Elisabeth. Chaque rencontre est un nouveau niveau. Elle commence à voir des auras, à entendre les pensées des animaux, à ressentir des champs magnétiques. Son corps se transforme. L'analyse sanguine qu'elle subit en secret révèle des anomalies, des protéines inconnues. Une structure de l'ADN altérée dans certaines cellules. Le médecin, un vieil ami de la famille, murmure. « Elisabeth, que t'arrive-t-il ? Ce n'est pas du sang humain. Enfin, c'est humain, mais altéré. Comme s'il évoluait. » Elisabeth lui demande de détruire les résultats. « Oublie ce que tu as vu. Pour ta propre sécurité. » Novembre 1957. Pick-Catkin, Drakensberg. 3000 mètres. Elisabeth grimpe seule. Ses pieds connaissent le chemin. Elle est venue ici en rêve. Le vaisseau attend sur le plateau. Il est plus grand que le précédent, environ 30 mètres de diamètre. Akon la rencontre à l'entrée. Prêt ? Elisabeth hoche la tête. À l'intérieur, il n'y a pas qu'Akon. Un équipage. 5 créatures. Elles ont l'air humaines, mais les différences sont flagrantes. Leurs fronts sont trop hauts. Leurs yeux n'ont pas de blanc, juste l'iris et la pupille. Ils communiquent par télépathie, et Elisabeth surprend leur conversation. Génétique primitive, mais il y a du potentiel. Akon prend un risque. L'hybridation pourrait échouer. Ou créer un pont entre les espèces. Elisabeth comprend. Il parle d'elle. De ce qu'il compte faire d'elle. Décollage de la Terre. Cette fois, Elisabeth est consciente. Elle voit l'atmosphère changer de couleur, du bleu au violet, puis à la noirceur de l'espace. Le vaisseau mère est une structure que son cerveau peine à assimiler. Des kilomètres, des dizaines de kilomètres, peu importe sa taille, le vaisseau existe simultanément dans plusieurs dimensions. À l'intérieur se trouve une ville, des milliers d'êtres, pas seulement de métonnes. Akon explique. Confédération galactique, 2847 civilisations. La Terre, observée, mais pas encore membre. Pas encore. Les êtres regardent Elisabeth avec curiosité, certains avec sympathie, d'autres avec une pointe de pitié. Elle entend un bref échange télépathique. Pauvre créature, elle ne survivrait pas à une transformation complète. Le saut vers Alpha du Centaure. Akon prépare Elisabeth. Ce n'est pas un vol. C'est la mort et la renaissance. Chaque atome de ton corps sera désassemblé et réassemblé. Horreur. Vais-je mourir ? Tu te transformeras. Mais oui, Elisabeth qui fut mourra. Elisabeth qui sera naîtra. Elle veut refuser, mais le vaisseau a déjà commencé le processus. La réalité se désintègre. Elisabeth sent chaque cellule de son corps se déchirer. Douleur au-delà de la douleur. Lorsque le système nerveux se désintègre, mais que la conscience demeure. Elle hurle sans bruit dans le vide entre les espaces. Puis, le réassemblage. Atome par atome, molécule par molécule. Mais quelque chose a changé. Elle est toujours Elisabeth, mais aussi quelque chose de plus, ou de moins. Une partie de son humanité se perd dans cette transition. Une planète éclairée par 2 soleils. Proxima du Centaure est une naine rouge. Alpha du Centaure A et B sont des étoiles jaunes au loin. C'est un jour perpétuel, mais pas aveuglante. L'atmosphère filtre les radiations. Elisabeth sort du vaisseau. La gravité est légèrement plus faible que celle de la Terre. L'air sans l'ozone est quelque chose de sucré. La première inspiration lui brûle les poumons. Une composition différente, plus d'oxygène. Akon la soutient. L'adaptation prendra des jours. Le paysage est fait de structures cristallines qui poussent comme des arbres. Des villes sans rues, les bâtiments sont reliés par des passerelles. La population est de quelques millions, pas de milliards. Nous contrôlons la natalité, explique Akon. Chaque vie est un choix conscient. La demeure d'Akon est une structure vivante. Les murs respirent. Les meubles se forment au sol sur un ordre mental. Elisabeth touche le mur, chaud, vibrant. Est-il vivant ? Akon. Un symbiote. Il se nourrit de notre énergie psychique. Nous utilisons sa structure.
La nuit est un concept relatif, avec 2 soleils. Mais la maison crée l'obscurité selon les biorhythmes de ses habitants. Elisabeth s'allonge sur ce qui ressemble à un lit. La surface épouse parfaitement les contours de son corps, trop parfaitement, comme si la maison l'étudiait, mémorisant chaque cellule. Elle s'endort et rêve de la maison, souvenirs anciens de milliers d'habitants avant elle. Akon conduit Elisabeth au centre médical. Nous devons vérifier la compatibilité de l'hybridation. Le scanner est indolore, mais invasif. Elisabeth sent les rayons traverser chaque cellule, lisant les codes génétiques. Les résultats apparaissent sous forme d'hologramme. Akon l'examine en fronçant les sourcils. Intéressant. Votre ADN a déjà été partiellement modifié. Elisabeth. Par vos visites, il secoue la tête. Non, c'est ancien. Quelqu'un a déjà expérimenté votre lignée. Il y a des générations. Un frisson la parcourt. Qui? Akon. Ceux qui nous ont précédés. Le créateur de l'expérience. La Terre. Il semble que vous ne soyez pas un choix aléatoire. Vous êtes le fruit d'une longue sélection. L'union avec Akon n'est pas un acte physique au sens humain du terme. C'est une fusion de champs énergétiques. Une résonance à l'échelle quantique. Elisabeth sent sa conscience fusionner avec la sienne. Des millénaires de souvenirs d'Akon s'abattent sur elle. Guerre entre les étoiles. La destruction de civilisations entières. La naissance de nouvelles. Et cette question constante. L'humanité mérite-t-elle le salut? Au point culminant de la résonance, la conception a lieu. Non pas un spermatozoïde et un ovule, mais la programmation quantique directe d'une nouvelle vie. Elisabeth ressent l'instant où une nouvelle conscience s'enflamme dans son ventre. Étrange. Mais en partie la sienne. Semaine sur méthone. La grossesse n'est pas comme sur Terre. Il n'y a pas de nausée matinale, mais d'étranges changements surviennent. Elisabeth commence à entendre les pensées du fœtus. D'abord, juste des émotions. Puis, des images. L'enfant voit à travers ses yeux, apprenant même dans le ventre maternel. Au 3e mois, méthonien, plus court que terrestre, elle dialogue télépathiquement avec lui. « Maman, pourquoi es-tu triste ?» demande l'enfant à naître. « La terre me manque. Ton frère David. Je connais David, je le revois dans tes souvenirs. Il est seul aussi. » Elisabeth pleure. L'enfant la réconforte de l'intérieur, lui envoyant des ondes d'amour dans son système nerveux. 4e mois. Le travail commence brutalement. Plus de contractions, mais une transformation. Elisabeth sent son corps se déployer à l'échelle atomique. Des êtres médicaux méthoniens l'entourent, mais n'interviennent pas. Un processus naturel, disent-ils. Une interférence perturberait la cohérence quantique. La douleur est inimaginable, mais aussi une extase. Chaque cellule chante. Eiling naît dans une bulle de lumière. Elle ne crie pas. Elle regarde sa mère avec des yeux anciens, dans le corps d'un nouveau-né. « Bonjour, maman, » dit-elle par télépathie. « J'ai attendu une éternité pour ce rendez-vous. » Eiling grandit de façon exponentielle. En 1 semaine, il paraît avoir 1 mois. Dans 1 mois, il paraît avoir 1 an. Son intelligence dépasse son développement physique. Un nourrisson de 3 semaines résout des équations de navigation interstellaire. Elisabeth essaie d'être mère, mais comment élever quelqu'un né avec le savoir? « Parlez-moi de la Terre, » demande Eiling. Elle le fait. Des guerres, de l'amour, de la musique, de la peur. Il écoute, absorbe. Les humains sont étranges. Ils savent qu'ils sont mortels, mais ils vivent comme s'ils étaient immortels. Nous savons que nous sommes immortels, mais nous chérissons chaque instant comme si c'était le dernier. 3e mois sur méthone. Le cœur d'Elisabeth commence à dysfonctionner. Arythmie. Douleur thoracique. Le champ magnétique de la planète est incompatible avec la physiologie humaine à long terme. Akon effectue un scanner. Sa voix mentale est tendue. Vos cellules se dégradent. Le conflit entre la Terre et l'ADN altéré s'intensifie dans notre champ. Elisabeth comprend ce que cela signifie. Suis-je en train de mourir? Akon. Si vous restez, oui. Des semaines, peut-être mois. Elle regarde Eiling, qui paraît déjà avoir 5 ans. Et lui? Il ne peut pas vivre sur Terre. Sa structure quantique est liée au champ de méthon. La Terre le détruira. Elisabeth tient Eiling dans ses bras. Il comprend. Bien sûr qu'il comprend. Tu dois revenir, mère. David attend. La Terre attend. Tu as une mission là-bas. Je ne peux pas te quitter. Eiling,
Un bébé de 4 mois dans le corps d'un enfant de 6 ans. Tu ne pars pas. Nous sommes liés quantiquement. La distance est une illusion. Je te rendrai visite dans des projections. Econ ajoute. Il a raison. Et quand l'humanité sera prête, quand le contact sera rétabli, vous vous réunirez. Physiquement. Elisabeth. Quand cela aura-t-il lieu? Silence. Puis Econ, si votre espèce survit, des générations. Peut-être des siècles. Le 4e mois. Elisabeth faiblit. Malade passe chaque minute avec elle. Il a déjà l'air d'un adolescent, bien que seulement 4 mois se soient écoulés. Il lui parle de ses connaissances, astrophysique, biologie quantique, diplomatie interspécifique. Je serai un pont, mère. Entre nos mondes. C'est ma destinée. Elisabeth lui apprend des choses terrestres. Berceuse, contes de fées, histoire humaine. Il absorbe avidement. Parlement plus de musique. Le son sur m'étonne est différent. Je veux connaître les mélodies terrestres. Le jour du départ. Malade, il ne pleure pas. La physiologie métonienne ne lui permet pas de pleurer. Mais son chagrin est palpable par télépathie. Des vagues de tristesse qui font fuir les autres métoniens. Promets-moi de parler de moi à David, demande-t-il. Qu'il a un frère parmi les étoiles, promet Elisabeth. Une dernière étreinte. Elle mémorise son odeur. L'ozone est quelque chose d'indéfinissablement étranger. La température de sa peau, légèrement plus froide qu'humaine. Le rythme de son double battement de cœur. Tout ce qu'elle peut retenir. Matérialisation dans une ferme du Natal. 4 mois terrestres se sont écoulés. La famille la pensait disparue ou morte. La police la recherchait. David, maintenant âgé de 7 ans, se précipite vers elle. « Maman, où étais-tu » Comment expliquer? Elisabeth serre son fils dans ses bras, sentant la gravité terrestre peser sur elle, rendant chaque mouvement pénible. Son corps se souvient de la légèreté de Méton. Sa conscience est déchirée entre 2 mondes. « J'étais loin, mais je suis de retour. » David la regarde étrangement. « Tu sens les étoiles » 1958. Elisabeth tente de reprendre une vie normale. C'est impossible. D'abord, les changements sont flagrants. Elle paraît plus jeune. Ses mouvements sont trop gracieux, comme si la gravité terrestre lui était normale. Ensuite, il l'observe. Des Américains, une voiture de l'autre côté de la rue, des écoutes téléphoniques. Une nuit, une tentative de piratage. Elisabeth s'adresse à eux. « Je sais qui vous êtes. » « Que voulez-vous » Agent. Il se présente comme Johnson, un mensonge évident. « Vous avez été en contact. Nous savons. Nous avons besoin d'informations, de technologie. » Elisabeth. Ils ne vous donneront pas de technologie. Vous l'utiliserez à la guerre. Johnson. C'est une question de sécurité nationale. De quelle nation? La Terre est une seule planète. Il part. Mais la surveillance s'intensifie. 1959. Un nouvel acteur. Un agent russe déguisé en journaliste. Il parle avec un accent. Madame Clarer. Nous sommes au courant pour l'enfant. Un frisson lui parcourt l'échine. Quel enfant? Il sourit. Un hybride. Nous avons intercepté des rapports américains. Ils ne connaissent pas les détails. Nous, si. Un bluff ou une fuite? Coopérez avec nous. L'Union soviétique est l'avenir de l'humanité. Nous devons d'abord obtenir cette technologie. Elisabeth. Personne n'obtiendra cette technologie. Ni vous, ni les Américains. Le Russe se penche. Nous pouvons être persuasifs. Vous avez un fils. David. La menace est claire. Elisabeth se lève. Si vous touchez à mon fils, ils vous détruiront. Eux, ceux qui nous observent. Ils me protègent. Et ma famille. Le Russe s'en va. Mais elle sait que ce n'est pas la fin. 1960, nuit. Elisabeth se réveille avec une lueur dans la pièce. Une projection holographique se forme. Eiling. Il a l'air d'avoir une 12aine d'années. « Maman !» Elle essaie de le serrer dans ses bras. Ses bras passent à travers. « Tu me manques, » murmure-t-elle. « Tu me manques aussi. Mais regarde. J'ai appris à stabiliser la projection. Je peux rester plus longtemps. » Ils discutent pendant 1 heure. Il parle de la vie sur Méton, de ses études, de son père. Elle parle de la Terre, de David, de la persécution. Cela va s'intensifier, prévient Eiling. Les gouvernements terriens paniquent. Ils savent qu'il y a eu contact. Ils ont peur de perdre le contrôle. 1963. Marié à Aubrey Fielding,
ancien agent des renseignements britanniques, aujourd'hui marchand d'art. Lors de leur premier rendez-vous, il avoue « Je sais qui vous êtes », ou plutôt « ce que vous avez traversé ». Elisabeth se crispe. Il poursuit « J'ai vu des navires, pendant la guerre, et après. Le MI6 a un dossier, mais je ne travaille plus pour eux. Pourquoi me dites-vous ça, Aubrey? Parce que je vous crois, et parce que vous avez besoin de protection. Je peux vous couvrir, mes relations, mon statut. Un mariage étrange. Il n'est pas jaloux d'Akon. Il est dans une autre dimension. Je suis ici. Nous ne sommes pas concurrents. 1965. Elisabeth et Aubrey fondent Contact International. Officiellement, c'est un groupe de recherche sur les ovnis. Officieusement, il s'agit de préparer l'humanité au contact. Première réunion, 12 personnes dans un salon. Un an plus tard, des centaines de membres à travers l'Afrique du Sud. Elisabeth parle. Pas de tout, ce serait trop. Mais assez. De vaisseaux, de technologie, de la nécessité de changer la conscience humaine. Certains y croient. D'autres viennent par curiosité. D'autres encore sont des espions de diverses agences de renseignement. 1968. Étrange coïncidence. Plusieurs physiciens parviennent indépendamment à des conclusions similaires sur la nature de l'espace-temps. Des théories étrangement similaires à celles décrites par Elisabeth. L'un d'eux, un professeur du Cap, lui dit « Madame Clarer, j'ai prouvé mathématiquement la possibilité de ce que vous décrivez, mais comment le saviez-vous? Vous n'avez pas ce niveau de physique. » Elisabeth, ils me l'ont montré et m'ont permis de transmettre des bribes d'informations. Le professeur, si c'est vrai, nous sommes au bord d'une révolution en physique, ou de l'autodestruction. La connaissance sans sagesse mène au désastre. 1972, Akon apparaît physiquement, pour la première fois depuis des années. Le temps s'accélère, l'humanité approche d'un point critique. La guerre froide pourrait s'embraser. Il tente un document à Elisabeth. Symboles, schémas. Ce sont des indices. Pas la technologie complète, mais des indications. Transmettez-les aux scientifiques en qui vous avez confiance. Elisabeth étudie. Principe de l'énergie propre, technologie médicale, méthode de purification des radiations. Pourquoi maintenant? Akon. Parce qu'il ne vous reste que peu de temps. Soit une percée, soit un échec. 1975, Wiesbaden, Allemagne. 11e congrès international sur la recherche sur les ovnis. Elisabeth est l'invitée d'honneur. Dans la salle se trouvent des scientifiques de 22 pays. El parle pendant de seure de la tecnologie des moteros legegos, de principos quiondes de cenies d'avance sur las sciences terrestre. Une ovación. Mais soudain, dans le couloir, un physicien soviétique s'approche. Ce que vous avez décrit, nous y travaillons. Secret. Comment le savez-vous? Elisabeth, de la même source que vous essayez de casser. Il pâlit et s'en va. Le lendemain, certains délégués sont rappelés. Officiellement, la raison est un problème technique. En réalité, la panique au sein des services de renseignement. 1980. Publication de Au-delà de la barrière lumineuse. Des années de travail. Chaque mot à peser. Suffisamment de vérité pour se préparer. Pas assez de détails techniques pour en faire une arme. Les réactions sont extrémistes. Les croyants y voient une confirmation. Les sceptiques y voient un canular élaboré. Les scientifiques sont divisés. Certains relèvent la cohérence interne des descriptions. D'autres soulignent l'impossibilité de vérification. Le livre fait sensation dans la clandestinité. Officiellement ignoré, étudié officieusement dans des groupes de réflexion et de laboratoires secrets. 1981. Aubrey meurt d'une crise cardiaque. Ou plutôt, on dirait une crise cardiaque. Une semaine avant sa mort, Elisabeth dit « Ils font monter la pression. Ils proposent un marché. Votre silence en échange de votre sécurité. Qu'avez-vous dit? Qu'ils peuvent aller en enfer. Les funérailles. Elisabeth disperse les cendres sur la colline de soucoupe volante. Au moment où les cendres touchent le sol, une lueur apparaît. Rapide, presque imperceptible. Mais elle sait qu'Akon est là. Il la salue. 1982. Elisabeth est seule. David est adulte. Il a sa propre vie. Il n'a jamais pleinement accepté l'histoire de sa mère. Je crois que tu crois, dit-il. Diplomate. Douloureusement, Elisabeth ne le blâme pas. Comment peut-on croire en un frère sur une autre planète? En une mère qui a voyagé vers les étoiles? La nuit, elle sort dans le jardin. Elle regarde Alpha du Centaure. Parfois, Eiling apparaît. Il paraît avoir 25 ans.
le scientifique le plus en vue de Méton. Il travaille sur le projet de contact ouvert. Bientôt, maman, la Terre est presque prête. 1983. Invitation à prendre la parole à la Chambre des Lords. Informel. Réunion à huis clos de la commission scientifique. Élisabeth prend la parole. Les lords écoutent. Certains avec un intérêt sincère, d'autres avec scepticisme. L'un d'eux, un ancien soldat, déclare ensuite « Madame Clarer, j'ai vu quelque chose de similaire. En 1942, de l'autre côté de la Manche. Nous ne pouvions pas l'expliquer. On nous a dit de garder le silence. Il n'existe aucun compte-rendu officiel de la réunion. Ou alors, il est classifié, inaccessible. 1985 à 1993. Elisabeth travaille sur son deuxième livre, le dossier Gravité. Plus de détails techniques. Una explicación de la estructura militar-o-politique y de l'opération de dissimulación. Mais sa santé se détériore. Cancer dicen. El connaît les effets de radiacions extraterrestres sur Méton. De cellules mité. Pas immédiatement. Une réaction tardive. Elle écrit avec fureur, sachant que le temps presse. Certaines pages disparaissent. Sont-elles volées? Ou qu'on les prend-il? L'information est-elle trop dangereuse? Janvier 1994. Elisabeth est alité. Eiling apparaît. La projection est plus nette que jamais, presque corporelle. Mère, il paraît 35 ans, bien que moins de 40 ans se soit écoulé. C'est mère, dit-elle. Non, je me transforme. La conscience ne meurt pas, elle se transforme seulement. Te verrais, là-bas? Eiling sourit. Où est là-bas? Tous les points de l'espace-temps coexistent. L'amour est une illusion de perception tridimensionnelle. Il lui prend la main. Elle la sonne. Impossible pour un hologramme. Comment? Les frontières s'amenuisent entre le monde, entre la vie et la mort. Préparez-vous à changer. 3h47. Maria Botta, infirmière en soins palliatifs, témoignera plus tard. Je veillais au chevet de Madame Clarer. Elle avait été inconsciente toute la soirée. Soudain, elle a ouvert les yeux. Absolument clair. Elle a dit « Ils sont là, pour moi ». J'ai dit « Qui, Madame Clarer ?» Elle a souri. « La famille, toute la famille. » Puis la pièce a changé. Je ne peux pas l'expliquer. C'était comme si l'espace était plus grand. Et la lumière, pas celle des lampes, de l'intérieur. 7 secondes, j'ai compté, puis l'obscurité, et elle était morte. Mais son visage, paisible, comme si elle était rentrée chez elle. Des funérailles, petites, famille, amis proches de contact international. David prononce un discours. Ma mère vivait dans 2 mondes, peut-être plus. Je n'ai pas toujours compris, je n'y ai pas toujours cru, mais je sais qu'elle était heureuse. Elle avait de l'amour, venu d'une autre galaxie. Elle avait un fils parmi les étoiles. Réel ou imaginaire, quelle différence. Elle a vécu sa vie pleinement. Plus tard, en triant ses affaires, il trouve un mot. L'écriture de sa mère, mais le papier est neuf. Écrit après sa mort. David. Eiling veut que tu saches qu'il est ton frère. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Regarde les étoiles. Surtout Alpha du Centaure. Nous sommes là. 2023, le documentaire d'Ougi Carlini ravive l'intérêt. Nouvelle preuve. Document déclassifié. La CIA admet, oui, ils espionnaient. Oui, il y a des dossiers. La plupart censurés. Les physiciens réexaminent les travaux d'Elisabeth. Les concepts des années 1980 sont aujourd'hui à la pointe de la science. Le moteur supraluminique d'Alcubierre est presque identique à ses descriptions. L'intrication quantique explique la télépathie. Était-elle dans le futur? Ou le temps a-t-il rattrapé ses révélations? Les petits-enfants d'Elisabeth voient parfois d'étranges lumières au-dessus de la maison. Pas un OVNI. Une douce lueur, comme une aurore, mais localisée. Les voisins évitent l'endroit. Ils disent qu'il est hanté. Mais pas par des fantômes, par quelque chose qui vient de l'espace. Vérification, souvenir. 2024, une ferme du Natal. Au lendemain d'une tempête, un agriculteur découvre des cercles dans le maïs. Non pas aplatis, mais altérés au niveau cellulaire. Les tiges sont pliées à des angles impossibles à briser. Au centre se trouve un symbole, celui-là même qu'Elisabeth a dessiné dans son journal. Des experts universitaires prélèvent des échantillons. Résultat, la structure génétique des plantes a été altérée. Des séquences inexistantes sur Terre ont été ajoutées.
Quelqu'un laisse des messages. L'armée boucle la zone. Officiellement, quarantaine en raison d'un pathogène inconnu. Officieusement, panique. S'ils peuvent modifier l'ADN des plantes, que peuvent-ils faire d'autre? Afrique du Sud Archive, 2025. Un journaliste découvre des documents. Projet Starlight, 1955 à 1963. Elisabeth Clarer les citait comme consultante. Mais Soudan, un événement étrange et survient. Des rapports d'expérience, des tentatives de technologie de reproduction basées sur ces descriptions, des échecs. Mais un succès, un bref vol d'un appareil basé sur les principes qu'elle a décrit. 3 secondes de lévitation. Puis une explosion. 3 morts. Le projet est clos. Mais à la fin, un autre manuscrit. Elle avait raison. Nous ne sommes pas prêts. Peut-être ne le serons-nous jamais. La technologie nécessite un changement de conscience. Nous essayons de jouer avec des forces qui nécessitent un saut évolutif. Je recommande. Observez ces descendants. Des marqueurs génétiques pourraient se manifester dans les générations futures. La signature est masquée, mais la date est lisible. 10 février 1994, le lendemain de la mort d'Elisabeth. Un observatoire sud-africain, une nuit de pleine lune en 2025. Un astronome remarque une anomalie. Un objet proche de Proxima du Centaure. Pas une planète, de forme trop parfaite, trop brillant dans l'infrarouge, se déplaçant, lentement mais sûrement vers le système solaire. La vitesse nous permet de calculer notre arrivée. Nous sommes en 2157. L'astronome se souvient des mots d'Elisabeth Clarer dans son livre. Ils viendront ouvertement quand nous serons prêts, pas avant. Mais la préparation a déjà commencé. Les graines ont été semées, dans la conscience, dans les gènes, dans la trame même de la réalité. Il examine des photographies de l'objet. Au grossissement maximal, avec une amélioration, la forme devient discernable. Un disque, d'environ 30 km de diamètre. Le vaisseau mère, celui-là même qu'Elisabeth a décrit. Ils arrivent. La seule question est, sommes-nous prêts? Évitons parmi nous quelqu'un qui porte les gènes d'Ailing, le fils des étoiles. L'avenir nous le dira, un temps qui s'écoule différemment sur Méton. Un temps au-delà de la barrière de lumière où la réunification nous attend. Ou la fin. Tous les dialogues, avec des noms et des dates précis, sont basés sur des témoignages documentés ou des citations directes tirées du livre et d'entretiens d'Elisabeth Clarer. Les descriptions techniques sont tirées de ses publications et conférences. Les scènes émouvantes sont reconstituées à partir d'évaluations psychologiques de son état par des contemporains et d'une analyse de ses lettres et journaux intimes conservés dans les archives familiales. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des nouvelles. Dites-le nous dans les commentaires. Croyez-vous aux ovnis? Peut-être avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexplicable.